Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission en direct de Cotonou au Bénin, émission consacrée à l'élection présidentielle du 6 mars prochain au Bénin, d'où nous émettons en direct. Comme vous avez dû le constater, Africa 24 vous fait découvrir les projets de société des candidats à travers des débats thématiques. Aujourd'hui, il sera question du système sanitaire et de l'assurance maladie ici au Bénin. Pour en débattre, nous avons trois représentants de candidats sur ce plateau. Il s'agit de Georges Baguidi, qui représente le candidat Pascal Irénée Koupaki. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Également sur ce plateau, M. Paul Tossa, il représente le candidat Lionel Zissou. Merci. Merci pour votre invitation. Également sur ce plateau, le docteur Ismaël Mamassika, il représente le candidat Sébastien Adiavon, merci. Bonjour, merci M. Botton. Et un acteur de la société civile également sur ce plateau, qui est le président de l'association de Bénin Santé et Survie du Consommateur, M. Ernest Baguidi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oh, c'est moi. Merci à tout le monde. Ils sont présents dans cette émission, mais ils ne sont pas sur ce plateau. C'est bien entendu vous, chers téléspectateurs, vous êtes des milliers devant vos postes téléviseurs. Vous pouvez toujours, comme à l'accoutumée, contribuer à cette émission et participer activement à travers une adresse bien précise, benin.2016@africa24tv.com. benin.2016@africa24tv.com, adresse qui s'affiche justement au bas de votre petit écran. Et pour entrer dans le vif du sujet, nous allons regarder un élément d'illustration réalisé par Mokhtar Baré. Suivons plus. Africa 24, au Bénin, on s'achemine peu à peu vers la fin de la campagne électorale qui a démarré le 19 février 2016. À Abomey-Calavi, c'est une foule en liesse qui est venue accueillir Zachary Syriac. Un autre élément d'illustration, le temps que la régie mette tout en place. On va d'abord prendre le pôle et demander à M. Georges, à M. Ernest Baguidi, le système sanitaire, comment ça se passe aujourd'hui? Comment se porte le milieu? Je crois que nous sommes dans un système sanitaire qui n'est pas reluisant. Les soins ne sont pas toujours disponibles, que ce soit à l'accessibilité ou à la qualité. On n'a pas des infrastructures adéquates. Les systèmes de soins ne sont pas normalisés. On n'a pas souvent le personnel qualifié dans les formations sanitaires. Nous avons un secteur informel qui est tenu par le personnel non qualifié qui prend en charge près de 80% des malades dans des conditions peu recommandables. Et vu sous cet angle, nous pouvons quand même dire que le système sanitaire béninois est à revoir. C'est vrai du point de vue classique, quand vous voyez les documents qui sont produits au niveau du ministère de la Santé, ça vous séduit. Mais dans l'opérationnel, je crois qu'il y a un grand décalage entre ce qui a été prévu et ce que nous constatons sur le terrain. Ceci ajouté à l'éternelle problématique des faux médicaments, parce que quand on parle de soins, il faut un protocole de soins normalisé, il faut des médicaments de qualité pour accompagner. Et tout ceci, ensemble, il va falloir que le coût de ce package soit effectivement supportable par les populations. Donc, nous attendons simplement que ceux qui aspirent à prendre le fauteuil présidentiel nous disent ce qu'ils veulent apporter comme réforme. Sinon, les populations ne sont pas du tout contentes de ce qui leur est proposé en matière sanitaire au Bénin pour le moment. Merci, M. Ernest Baguidi. Nous allons repartir quand même du côté de la technique pour regarder enfin cet élément d'illustration. Le secteur de la santé au Bénin doit faire face à des défis. S'il est vrai que de nombreux observateurs estiment qu'en 10 ans des efforts ont été consentis, les domaines sanitaires en perpétuelle sollicitation semblent encore grippés par les nombreux remous qui l'ont récemment caractérisé. Au cours des 2 derniers quinquennats du président Boni Yayi, plusieurs mesures ont été prises par les différents gouvernements qui se sont succédés pour améliorer la situation de la santé. Création et mise en place du fonds sanitaire des indigents, gratuité de la césarienne, gratuité de la prise en charge du paludisme chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. La liste des mesures prises pour soulager et protéger les couches les plus vulnérables de la population n'est pas exhaustive. Le régime d'assurance maladie, lui aussi mis en place dès le début du 2e quinquennat du président Boni Yayi, est l'une des mesures phares prises au Bénin dans le secteur de la santé. Parfois, à cause d'une petite somme, les populations, malgré qu'elles soient malades, n'arrivent pas à se rendre au centre de santé.
Donc c'est cette barrière que nous voulons casser. Et que toutes les fois, quand quelqu'un tombe malade, qu'il n'ait plus ce souci financier avant de se rendre au centre de santé. Et l'objectif à long terme, c'est de réduire la mortalité et la morbidité due à certaines maladies, afin d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. L'assurance maladie prend progressivement forme au Bénin, mais elle peine à se développer selon de nombreux observateurs. Les citoyens n'arrivent pas à s'approprier les produits d'assurance qui sont presque absents en zone rurale. Les effets du régime d'assurance maladie universelle mis en place depuis 2011 se font toujours attendre pour une majorité de la population. On attend que cela soit effectif, que après qu'on ne dise pas dans les centres d'hôpitaux, il n'y a pas de sparadrap, il n'y a pas de compresse, il n'y a pas de ci ou de ça pour les soins adéquats. Que tout soit fait normalement, quoi, que cela soit bien effectif et que lorsqu'on se présente dans un centre de santé, que l'accueil soit chaleureux et que tout se déroule bien. Le régime d'assurance maladie universelle, longtemps attendu par les Béninois, est entré dans sa phase active le vendredi 21 juin 2013. Avec 1000 francs, les personnes inscrites au RAMU pourront 2 mois après leur adhésion bénéficier des avantages de ce programme qui couvre les 34 zones sanitaires du Bénin. L'instauration de ce dispositif de couverture universelle du risque maladie en République du Bénin a été accueillie et saluée par bon nombre de citoyens et d'acteurs du système sanitaire. 5 ans après, cette initiative peine à décoller. Je ne peux pas aujourd'hui, en termes de bilan, dire que c'est positif et qu'il faut continuer dans ce sens. La gratuité de la césarienne, c'est ça qu'on a brandi. Mais ça, là aussi, ça a été très mal géré. Et maintenant, lorsque nous parlons du personnel soignant, ici aussi, il y a des contentieux. Selon les observateurs, l'assurance maladie au Bénin est encore à l'étape embryonnaire. Cela s'explique par le nombre d'évacuations de malades à l'extérieur du pays et le coût de cette opération évalué à près de 60 milliards par an. On dit 1000 francs. Sur la base de quoi? C'était des propositions qui avaient été faites. Parce que quand vous prenez un montant, il y a les conséquences, il y a les mesures d'accompagnement. Et donc, dans une réunion folklorique avec les émigrants, je ne sais pas quoi, les femmes du marché, le chef de l'État, sans avoir attendu la fin du processus, a fait donc choisir les 1000 francs. Et donc aujourd'hui se pose un problème de viabilité de ce projet-là jusqu'à terme. Parce que manifestement, quand vous discutez avec les techniciens, ils vous disent que les montants de 1000 francs ne permettent pas au programme d'être autonome à terme. Les projets de société des différents candidats à la présidentielle reviennent sur la nécessité d'investir dans le secteur de la santé, de former le personnel soignant et surtout de rapprocher les centres hospitaliers des populations. Nous avons l'ambition de faire de notre pays le pays prédestiné pour les évacuations entre le Sahel et l'Afrique du Sud. Donc cela nous impose une construction d'un pôle de soins de santé de qualité, un peu comme une sorte de greffe occidentale du savoir-faire médical. Réunis en session du 28 décembre 2015, les députés béninois ont adopté à l'unanimité le projet de loi portant régime d'assurance maladie universelle. Selon de nombreux observateurs, l'urgence après l'adoption du RAMU est la mise en place d'un plan national de construction et de modernisation des infrastructures sanitaires dans les pays. Le renforcement du personnel soignant représente également une priorité. Faites-vous, quelle appréciation vous faites de l'accès aux soins et de la qualité des soins? Merci M. Boton, merci de nous avoir invités pour permettre de débattre un peu du projet de société de notre candidat, le candidat Sébastien Germain-Ajavon. Alors, sur le domaine de la santé, on ne va pas revenir sur ce qui est pas, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, on ne voit rien de concret pour sauver des vies sur le domaine de la santé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous sommes tous ici sur un plateau de télé. Si quelqu'un a un petit malaise, il n'y a rien pour sauver cette personne. Donc ce qui fait qu'il faut revoir à la base cette prise en charge des patients. Et cette prise en charge des patients, le candidat Sébastien Germain-Ajavon a proposé en fait, la première chose c'est d'abord équiper, donner le matériel nécessaire avant de décider de faire quoi que ce soit. Sans matériel, le personnel ne peut rien faire. Une fois qu'on met le matériel à la disposition
de chaque structure sanitaire, on révalorise les salaires des praticiens. On ne peut pas demander en fait aux praticiens de se dépasser sur les miettes qu'on leur paie en salaire, en sachant que dans le public, ils n'ont rien à gagner, alors qu'au privé, ils ont beaucoup à gagner. Donc il faut réévaluer, il y a beaucoup de choses à faire, ce qui fait que là, la première chose, c'est de commencer d'abord par augmenter, revaloriser le salaire, équiper les différentes structures sanitaires qu'on a et permettre au RAMU cette fois-ci de rentrer en activité et ça permettra de faire la prise en charge des patients. Merci, Dr Jacques Baguidi. Votre appréciation de l'accès aux soins aujourd'hui? On peut dire globalement que le système est défaillant. Mais ce système défaillant est inclus dans un ensemble aussi défaillant. Donc il faut revoir cet ensemble comme un malade qui vient consulter un médecin. Je vais plus loin. Je veux dire, dans un système où l'action précède la pensée, ça ne peut donner que cela. Il faut aller au bas de la stratégie pour comprendre réellement ce qui arrive au Bénin, et ce qu'il ne faut plus faire et ce qu'il faut faire. J'ai eu la chance d'accompagner le candidat Pascal Irénée Koupaki dans les 77 communes du Bénin. Et j'ai eu la chance d'être un médecin de terrain. J'ai parcouru beaucoup de dispensaires au titre du projet de diversification de l'offre de soins que j'ai conduit au Bénin à la faveur de la conférence nationale. Mais depuis 3 ans, 4 ans que je travaille avec le Pascal Irénée Koupaki, tout le système a régressé. Nous sommes allés à -0. Aujourd'hui, si vous naissez au Bénin, dans un village, vous n'avez pratiquement aucune chance de voir un médecin avant de mourir. Si vous avez la chance de naître dans un quartier de ville, vous aurez la chance de voir des aides-soignants pour vous soigner. Mais si vous n'avez pas les moyens, vous n'avez aucune chance de voir un médecin comme nous qui sommes autour de la table, à plus forte raison, un spécialiste. Donc l'accessibilité est nulle. Je vais demander à Dr Paul Toussa. Depuis très longtemps, tout le monde fait cet état des lieux en disant ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Mais on a l'impression qu'on n'avance pas, que ça ne s'améliore pas. Et pourtant, chaque gouvernement qui arrive fait ce constat-là. Pourquoi est-ce qu'on n'avance pas? Pourquoi ça ne s'améliore pas selon vous? Merci de me donner la parole. Alors, moi je crois qu'il faut poser les bons diagnostics déjà. Tout à l'heure, vous parliez d'accessibilité aux soins. Oui. Alors, quand on parle d'accessibilité aux soins, il y a 2 choses en fait qu'il faut voir dedans. C'est l'accessibilité géographique et c'est l'accessibilité financière. Alors, tout à l'heure, dans l'élément que vous avez passé, j'ai entendu dire que il y a une amélioration des indicateurs les 10 dernières années. En fait, on a effectivement sérieusement, et ça, je pense qu'il faut quand même le reconnaître, que en termes d'accessibilité, en termes de couverture sanitaire, en termes plutôt d'infrastructure sanitaire, si vous voulez, il y a aujourd'hui quand même une couverture d'à peu près 86%. Là où le problème se pose, ce n'est pas parce qu'on a mis en place des centres de santé que ces centres de santé sont fréquentés, parce qu'il y a un autre problème derrière, qui est le problème d'accessibilité financière. Alors aujourd'hui, le taux de fréquentation de ces centres de santé, c'est pour ça que je dis qu'il faut bien poser les diagnostics. Ce n'est pas la peine de continuer par multiplier les centres si les centres ne peuvent pas être fréquentés. Alors donc, ce taux d'accessibilité, aujourd'hui le taux de fréquentation de ces centres, c'est autour de 44% sur le plan national. Voilà. C'est-à-dire qu'on a créé des centres de santé, mais qui ne sont pas fréquentés tout simplement parce que les gens n'ont pas les moyens d'y aller. Ou alors, ce qui ressort également, c'est la qualité des soins et l'accueil. Et donc, ce sont des choses sur lesquelles il faudra absolument travailler. Alors, donc, je pense que il faut effectivement continuer pas à investir dans les infrastructures, mais il faut mettre absolument en place le système de RAMU
le système d'assurance maladie pour permettre aux populations de pouvoir fréquenter ces centres. Parce que sinon, on va rester dans des discours plats qui ne nous avanceront absolument rien du tout. Merci, M. Tossa. Et M. Ernest Baguidi, je vais faire un récapitulatif pour dire les problèmes qu'on a aujourd'hui, il y a l'aspect matériel, financier, les infrastructures, le matériel de soignants, l'effectif du personnel, le salaire qu'on octroie au personnel. Et à côté de cela, il y a aussi le fait que parfois on constate que les agents de santé aujourd'hui ne sont pas motivés outre mesure aussi. On voit parfois, on amène un malade, on n'est pas pressé de pouvoir le soigner, et il y a l'absentéisme. On va prendre les cas individuellement. Par exemple, par rapport à l'aspect infrastructurel, aujourd'hui on sent qu'il y a beaucoup d'avancées là-dessus. Maintenant, sur le plan de l'équipement des centres de santé, est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire qu'on fait des avancées aussi? Non, évidemment, infrastructure, c'est un ensemble. Il ne suffit pas de diriger des bâtiments pour dire qu'on a mis en place des infrastructures, pas du tout. Donc on a des centres, ils sont bien équipés? Non, pas du tout. Les centres sont très mal équipés. Et deuxième chose, il y aura l'équipement, mais il faut les ressources humaines qualifiées de qualité. C'est aussi ça. Et vous allez constater que les gens courent ces derniers temps pour continuer de finir des bâtiments, mais on n'a pas recruté le personnel qu'il faut. Des équipements qui ne sont pas souvent adaptés non plus. On a connu des scandales où on a acheté près de 4 milliards d'équipements, on n'a pas pu l'utiliser parce que ce n'est pas adapté. Donc c'est un ensemble de problèmes. Deuxième chose, moi j'ai constaté que nos dirigeants, ils n'y vont pas au palais pour accompagner les populations. Mais c'est pour régler leur propre problème. Est-ce que c'est si compliqué? Ça, c'est un raccourci. Non, justement, c'est pas si compliqué que ça. Quand on me dit que les populations ne veulent pas y aller, c'est pas vrai. Le personnel n'accueille pas. Du fait, c'est l'image, c'est la situation globale du pays. Quand vous avez un personnel que vous envoyez à un poste reculé et vous ne pensez pas qu'il faille l'accompagner pour qu'il reste, ou la structure n'est peut-être pas accompagnée, il n'y a pas de suivi. Il est obligé de vendre tous les médicaments qu'on a mis à sa disposition. Il n'y a pas l'inspection pour aller vérifier ce qui se passe sur le terrain. On livre les populations à elles-mêmes. Je crois que les gens ne pensent pas véritablement les programmes avant de les lancer. Je vais prendre le premier aspect, avoir des centres de santé. Ils sont équipés, mais avec un équipement qui n'est pas adéquat. Monsieur Mamasika, dites-nous, comment faut-il procéder si votre candidat était élu, par exemple, que l'on puisse construire des centres de santé qui répondent vraiment aux besoins des populations et pouvoir les doter d'équipements adéquats qui ne sera pas des éléphants? Alors, le constat est fait qu'il manque énormément de matériel au Bénin. Le simple exemple, avant de répondre à votre question, c'est un examen de routine qu'on appelle la tomodensitométrie. La tomodensitométrie, c'est ça qu'on appelle couramment le scanner. Le scanner, on ne dispose pas de scanner dans notre capitale à Porto-Novo. C'est quand même dommage. À Cotonou, on a 3 scanners, dont un qui ne travaille pas. À Parakou, on a 2 scanners, un scanner à Parakou, un à Ndali. Et c'est des scanners 16 barrettes. En parlant de barrettes, c'est en fait les premières générations. Aujourd'hui, selon les normes, on dispose des scanners 64, 32 barrettes et 64 barrettes. Donc aujourd'hui, le candidat Sébastien Germain Adjavon a proposé d'équiper en fait des centres. Que ce soit au sud, un centre à Cotonou par exemple, en disant qu'on pose à Cotonou un scanner 64 barrettes, au centre à Abomey un scanner et au nord un scanner. Ça permet de mettre le matériel à proximité des populations. Et ce matériel disposé à proximité des populations permet de faire les premières prises en charge. Parce qu'on ne peut pas mettre la charrette devant les bœufs en disant aux praticiens, faites votre boulot alors qu'ils n'ont pas les moyens de les faire. Donc si je comprends très bien, vous allez arrêter la construction des bâtiments et doter d'abord les bâtiments existants, les centres existants d'équipements. Exactement, c'est ce qu'il faut faire. Ok, je vais demander à Georges Baguidi alors par rapport à votre candidat, comment est-ce qu'il faut faire? Faut-il continuer par... Mon cher ami, vous allez souffrir un peu que moi je n'aille pas dans cette même direction. Je vous en prie. Ce n'est pas avec les machines qu'on soigne les hommes. C'est d'abord l'intelligence humaine. Et au Bénin, j'ai dit tout à l'heure que nous commençons l'action avant la réflexion. Il faut que nous cessons d'agir ainsi. Et j'ai dit également qu'on a très peu de chances de voir un médecin avant de mourir quand on est dans un village. Or, la production nationale se fait où? Dans le village. Commençons d'abord par vitaliser
le milieu. Commençons d'abord par apporter à ces populations ce dont ils ont réellement besoin. Et vous verrez immédiatement que l'élément qui nous reste dans le système de santé aujourd'hui, ce sont les ressources humaines. On peut dire que ce n'est pas qualifié, mais c'est là, les ressources humaines sont là. Et cela signifie qu'on doit commencer par leur dire que c'est votre système, le système de santé vous appartient. Donc les acteurs sont responsabilisés. Et les acteurs et les professionnels sont responsabilisés. Quand ces deux groupes qui délèguent à l'autorité la gestion de ces centres vont s'asseoir autour de la même table et trouver les solutions du milieu, vous verrez que ce seraient des solutions adoptées par le milieu et on commencera maintenant par réfléchir sur l'avenir. Mais à cette allure, on va attendre beaucoup. Hein? Non, on n'attendra pas. Aujourd'hui, au Bénin, on a l'habitude de doper Cotonou, Porto-Novo et d'applaudir. L'avenir avec Pascal Ekende Koupaki, ça serait quoi? Tous les 77 communes vont commencer simultanément par travailler. Et c'est ce qu'il appelle le pacte territorial de santé. Dans chaque commune, on va réfléchir. Aujourd'hui, il y a des communes qui n'ont même pas un médecin. Il y a des arrondissements où les gens n'ont aucune chance de voir une infirmière. En faisant ce pacte territorial de santé, c'est là maintenant qu'on va responsabiliser les élus, les acteurs et créer un environnement pour une vraie démocratie sanitaire. C'est là qu'on doit avancer. Je vais demander à M. Tossa, votre candidat était déjà aux affaires, il y est toujours, certainement qu'il a pris un certain nombre de mesures en voyant le système qui a toujours existé jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il entend faire? Continuer de la même manière à construire des bâtiments, les équiper sans les équiper vraiment, ou bien il veut opérer un changement radical cette fois-ci? Non, c'est comme on dit, il faut toujours tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne. Hein. Il n'y a pas c'est pas une question de changer radicalement les choses, mais ce qu'il propose et qui est d'ailleurs même très intéressant, et moi je pense que ça regroupe un peu ce que nous disons depuis le début, c'est une véritable réforme du système de soins. Il faut tout remettre à plat. C'est pas une question seulement d'aller équiper des centres. Oui, il faut équiper les centres. Enfin, moi, je rejoins mon confrère et ami Dr Bama Seka sur le sujet. Oui, il faut absolument équiper les centres parce que c'est un véritable problème, parce que ça pose un problème diagnostique dans le pays. Il y a des affections qu'on peut diagnostiquer, qu'on n'arrive pas à diagnostiquer tout simplement parce que nous n'avons pas le matériel adéquat. Donc oui, il faut équiper les centres. Mais ce qu'il faut faire au-delà de tout, c'est vraiment revoir tout le système dans son ensemble en basant la chose, en basant vraiment le système sur la formation professionnelle, en centrant vraiment sur les besoins, que ce soit locaux, nationaux ou sous-régionaux, c'est-à-dire dans la sous-région ouest africaine. Mais selon vous, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à doter tous les centres de personnel qualifié? Parce qu'il n'y en a pas sur le marché ou bien on n'en a pas les moyens de les recruter? Alors, ce que mon candidat propose, quelque chose que je trouve assez intéressant, parce que les ressources humaines, on en parle depuis tout à l'heure, mais il faut savoir qu'il y a une ressource humaine qualifiée en médecine au niveau de la diaspora. Au niveau de la diaspora béninoise, dans plusieurs pays, il y a des ressources humaines qui sont très qualifiées. Il y a beaucoup qui partent aussi. Tout à fait. Et il y a des gens qui sont prêts à revenir au pays pour venir exercer, mais qui n'attendent qu'on change un peu la façon de fonctionner pour pouvoir revenir. Alors, donc, le problème de ressources humaines, oui, effectivement, ça se pose. Mais ce n'est pas insoluble. C'est pas du tout insoluble. On peut trouver des solutions à cela. Pourquoi ne pas augmenter le nombre d'étudiants en médecine conforme et même revoir la formation médicale, hein, parce que même à ce niveau, il y a quand même des choses à voir. Revoir même déjà la formation médicale dans son ensemble et permettre aux médecins béninois, quand ils ont fini leur formation, d'avoir envie de rester dans leur pays pour travailler, ou à ceux qui sont partis de revenir pour travailler. Et c'est ça ce que propose le candidat Lionel Zissou. Alors, permettez-moi d'aller, je vous en prie, je vais demander à M. Ernest Baguidi, on dit qu'il y a un véritable problème de ressources humaines, le personnel n'est pas suffisant, mais le peu qui existe se plaint beaucoup. En témoignent les grèves de manière régulière. En fait, quels sont les problèmes qui sont à l'origine de ces grèves-là? Il faut avouer que ce personnel que je salue, c'est un personnel qui est très maltraité. Vous venez de suivre le président du candidat Lionel qui pense que son candidat viendrait
dresser le lit à la diaspora. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Et si c'était si religieux que ça, ils ne seraient pas partis. Donc, je reconnais que les travailleurs béninois sont très mal partis. Je pointe dans le domaine de la santé. Et ça, c'est une injustice qu'il est temps de corriger. Et quand on l'aurait corrigé, on pourrait effectivement éviter les petites corruptions que nous constatons, où le personnel est obligé de vendre du matériel aux malades, c'est des médicaments qu'on vend. Donc vous les excusez, c'est ça? Je ne les excuse pas. Je vous ai dit qu'il n'y a pas l'inspection, il n'y a pas de suivi. Et c'est à l'image du pays. Prenez tous les secteurs où tous les secteurs sont gangrénés. La corruption est partout. Et quand la tête est plongée directement dans la corruption, qu'est-ce que vous voulez qu'on constate? Malheureusement, c'est le secteur le plus sensible. Mais moi, je veux même aller un peu plus loin. Au-delà de ce qu'il faille équiper. Non, il faut équiper, mais vous équipez et vous n'avez pas un personnel qualifié pour utiliser l'équipement. Ça aussi, ça n'a pas de sens. Donc on ne peut pas commencer par l'équipement quand on regarde le problème des ressources humaines. Mais à cette allure, je me demande par quoi il faut commencer. C'est en cela, moi, je pense plutôt qu'il faut commencer par faire de la promotion de la santé. Cela suppose quoi? Il faut garantir une alimentation saine. Il faut garantir un environnement sain. Il faut des activités sportives aux populations pour anticiper sur ces pathologies. Parce que les gros problèmes que nous avons au Bénin, en réalité, vous observez, à part les pathologies que je qualifie de pathologies des opulents, qui sont les maladies cardiovasculaires, le diabète et autres, vous allez voir dans nos villages, à part le paludisme, ils ont besoin de petits soins, en réalité. Et quand la femme, quand on parle par exemple de la césarienne gratuite, si vous avez une grossesse bien suivie, on n'ira pas à la césarienne. Malgré la disponibilité de la césarienne gratuite, vous allez voir des femmes qui continuent de mourir en couche, simplement parce que la formation sanitaire qui devrait les prendre en charge est très loin, ou bien il n'y a pas de gynécologue disponible. Merci, M. Baguidi. Alors, M. Mamasika, on sent quand même une certaine démotivation des agents de santé. Il faudrait alors pouvoir trouver le moyen d'amener le personnel qui existe déjà à prendre conscience. Parce que parfois, on amène un patient et ils ne sont pas très pressés de le prendre en charge. Alors, comment est-ce qu'il faut faire pour amener ceux qui sont déjà dans le corps à se dire, bon, nous avons prêté serment, nous sommes obligés de le respecter et nous pouvons exercer notre métier avec joie et plaisir. Merci. Je vais revenir un peu sur une ancienne question par rapport à l'équipement des centres. Juste expliquer à mon confrère d'en face, Monsieur Tossa? Non, pas Monsieur Tossa, Monsieur Baguidi, oui. Quand on prend le cas d'un hôpital de Cotonou et d'un hôpital de Malanville, comment est-ce que vous pouvez motiver un médecin qui se fasse affecter à Malanville s'il n'a même pas une échographie pour travailler? Et quand un patient arrive pour une douleur abdominale, il fait comment? Même s'il pense, comment il traite? Aujourd'hui, on est en 2016. En 2016, on a le minimum pour pouvoir diagnostiquer des maladies. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'excuses pour l'équipement de nos centres. C'est ça qui stabilise en fait le système de santé et c'est ça qui motive les gens à aller travailler. Quand on parle de comment motiver le personnel de santé, oui, c'est quand même dommage qu'on se rende aujourd'hui compte que le salaire d'un médecin dans le public est, si j'ai bonne mémoire, autour de 120 000. Pour quelqu'un qui a fait 7 ans d'études, il va prendre sa garde à l'hôpital et à la fin du mois, on lui paie 120 000. En sachant que quand il va dans le privé, il a 2 fois ou 3 fois ce salaire. Donc il est démotivé. Donc il faut revaloriser ce salaire au niveau de la fonction publique. Et en revalorisant ce salaire, on met le matériel à côté et tout prendra. Il ne faut pas faire un et desservir l'autre. Il faut faire les deux. Quand on parle de la césarienne gratuite, il a dit, M. Baguidi, de la société civile, la césarienne gratuite, c'est un facteur, c'est bien. Mais on se rend compte que quand on prend la césarienne gratuite, on utilise un gynécologue qui opère, un anesthésiste, un infirmier du bloc, une sage-femme pour le bébé, le kit pour la consommation des produits et le risque infectieux. Mais si on prend le suivi de la grossesse depuis la conception jusqu'à l'accouchement, on n'a qu'un seul acteur, c'est le gynécologue qui fait des échographies. C'est pas grave, il n'y aura pas de mortalité, mais ça prévient parce que quand on fait le suivi de la grossesse, on peut aller essayer de vérifier sur les prélèvements s'il y a des malformations lors des grossesses et ça permet de limiter la mortalité au niveau de l'accouchement. Merci. Alors, Dr Baguidi, oui, je vous en prie. Merci. Souffrez que je dise à mon confrère que la première des choses à faire, c'est la réforme de la gouvernance.
Voici un système où, depuis le cabinet, le ministre gère l'OMEL, le ministre gère le CNHU, le ministre gère tous les hôpitaux départementaux, le ministre gère même les petits investissements dans les centres de santé. Et vous pensez que ça va marcher à notre époque? Le personnel, les autres agents, les élus de ces régions n'ont aucune capacité de gestion. C'est la concentration à outrance qui tue le système de santé. Il faut commencer par décongestionner, décentraliser et donner des vrais... ministre, il y a le directeur départemental de santé, il y a le médecin-chef pour les centres de santé. Rendez visite à ces directeurs, vous verrez. Ce sont des boîtes à lettres. C'est ça qu'il faut éviter. À l'avenir, le ministre il va administrer. Les directeurs vont diriger. Et les moyens iront vers les départements. Et une fois que cette réforme est mise en place, et que les hôpitaux maintenant réorganisés, qu'il y ait une vraie démocratie interne, c'est-à-dire avec un vrai conseil d'administration, des directeurs qui prennent leurs responsabilités, le personnel professionnel associé, les syndicats associés, et qu'ils débattent de leurs problèmes, leurs préoccupations dans leur environnement, vous verrez que ça marchera. On n'aura plus 4 jours de grève sur 5. On aura des gens qui travaillent parce qu'ils sont dans leur milieu, ils travaillent pour eux, et le système de santé leur appartient avant tout. C'est ça le problème. Merci, M. Georges Bakdi. Je sais que M. Tossah doit prendre la parole, mais je le prie de bien vouloir nous excuser. Nous allons marquer une pause dans cette émission. On revient dans quelques instants pour la suite. Merci.